Bonjour les créateurs de liberté, dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils pour réussir votre investissement immobilier. Vous rêvez de bâtir un empire immobilier, mais chaque investissement ressemble plutôt à un saut dans le vide. Stop au cauchemar des mauvaises décisions. Dans cette vidéo, 3 conseils pour réussir son investissement immobilier. Je vous dévoile les clés pour transformer vos projets en succès béton. Et si votre avenir financier commençait ici, maintenant, avec ces 3 étapes simples. Mais avant de voir ça, je vous invite à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu qui me permet de soutenir ma création de contenu et à télécharger votre cadeau, les 8 secrets pour réussir votre premier investissement immobilier. Le lien est dans la description. Alors, on entend souvent qu'il faut un CDI pour investir, le fameux contrat à durée indéterminée, le saint graal de tout salarié. Eh bien, spoiler alerte, pas du tout. Prenons mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux, et peut-être que cet exemple-là va vous parler. J'ai eu un CDI une fois dans ma vie. C'était quand j'ai commencé mon travail après mes études, en 2011. J'ai travaillé comme ingénieur jusqu'en 2013. C'est le seul CDI que j'ai eu dans ma vie et je n'ai pas investi pendant cette période. Ce qui a été une très très grosse erreur parce que j'étais jeune, j'avais de l'argent de côté, j'avais un CDI. Mais bon, je commençais à y penser, mais je savais pas par où commencer, je savais pas si ce que je trouvais comme investissement était rentable ou pas, donc je laissais tomber. Et au final, ce n'est que en 2016 que j'ai commencé, que j'ai acheté mon premier bien immobilier, quand j'ai eu des problèmes financiers en fait. Tant que j'étais un peu à l'aise, entre guillemets, que j'avais mon salaire qui tombait tous les mois, pas excellent, mais plutôt bon salaire, mais je me suis jamais préoccupé vraiment d'investir dans l'immobilier, et c'est quand j'ai eu mes premières difficultés financières que je me suis dit, bon, mais il va falloir se bouger. Et c'est dommage, j'aurais dû le faire plus tôt, parce qu'avec un CDI, bien sûr, c'est mieux. Il paraît même qu'être fonctionnaire, c'est encore mieux pour les banques. Mais moi, j'ai pu le faire à partir de 2016, alors que je n'étais plus du tout en CDI. En 2016, j'étais indépendant, je n'avais même pas mes 3 ans de bilan qui sont souvent demandés par la banque. Puis après, j'ai été salarié, mais en CDD de 2016 à 2019. Donc là, j'en ai profité pour acheter pas mal de biens immobiliers. J'étais en CDD tout simple, mais au moins j'étais salarié, c'était déjà un peu mieux pour les banques. Et à partir de 2019, je suis redevenu indépendant et j'ai pu continuer à acheter. Un peu plus lentement, j'ai eu un peu plus de difficultés, mais j'ai continué à acheter des biens immobiliers après 2021, qui était la période où je n'étais de nouveau plus salarié du tout. Et j'ai même acheté mon premier immeuble après cette date, puisque jusqu'à présent, j'avais acheté des appartements et des petites maisons. Donc aujourd'hui, j'ai 9 biens immobiliers et je les ai tous achetés sans CDI. Alors il est vrai que là, je commence à être un peu bloqué parce que mon encours est important et que le fait que je sois indépendant, c'est quand même limité. Mais bon, jusqu'à 9 biens immobiliers, vous avez une certaine marge quand même. Donc même si vous n'êtes pas en CDI aujourd'hui, même si vous êtes indépendant, il existe des solutions pour investir, acheter quelques biens, et puis ensuite, quand vous commencerez à en avoir trop, soit il faudra trouver un CDI, ou soit il faudra gagner beaucoup plus d'argent. Il va falloir convaincre les banques d'une autre façon. Mais cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui démarrent dans l'investissement immobilier. Je vous assure que quelle que soit votre situation actuelle, vous pouvez acheter votre premier bien immobilier sans problème. Sauf si vous êtes genre au RSA ou au chômage, ça va être compliqué. Mais dans tous les autres cas, vous avez des revenus réguliers qui ne dépendent pas de l'État. Il vaut mieux que ça vienne de vous quand même, soit d'un salaire, soit de vos revenus indépendants. Vous pourrez investir. Et même dans le cas où vous êtes au RSA ou au chômage, vous pouvez quand même investir, mais il va falloir vous associer. Vous ne pourrez pas le faire tout seul. Donc, quelle est la leçon à retenir de tout ça? Il faut chercher des alternatives. Moi, en fait, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment vous présenter sous le meilleur jour auprès du banquier, puisque vous allez avoir besoin du banquier. Sauf si vous achetez le bien immobilier cash. Mais déjà, il faut avoir l'argent, hein, parce que même un petit appartement dans une petite ville, ça vaut toujours des dizaines de milliers d'euros. Ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers d'euros dans certaines villes et en fonction de certains biens. Il faut avoir l'argent, tout le monde ne l'a pas. Mais même si vous l'avez, c'est pas du tout ce que je conseille d'acheter votre bien cash. Parce qu'avec cet argent, soit vous pourriez lever encore plus auprès de la banque, et donc utiliser votre argent comme apport pour emprunter plus et acheter un bien plus gros, plus cher et qui rapporte plus de loyer, ce qui permet de faire jouer un effet de levier, de faire travailler de l'argent en fait qui ne vous appartenait pas. C'est ça le gros intérêt de l'immobilier.
soit d'utiliser votre argent pour investir sur des actions. Selon moi, les actions sont environ aussi rentables que l'immobilier sur le long terme. Entre la plus-value générée par les actions et les dividendes, ou alors de l'autre côté, plus-value de l'immobilier plus loyer, à mon avis, ça se vaut. Mais la différence, c'est que l'immobilier, il faut mettre les mains dans le cambouis un petit peu, quand même. Il peut y avoir des locataires qui payent pas. Alors là, je parle de cas qui arrivent très rarement, mais en tout cas, il peut y avoir des soucis. Locataires qui payent pas, difficulté de trouver des locataires, tout simplement. Ou alors après les problèmes du quotidien, votre locataire qui vous appelle à 3 heures du mat parce que le chauffe-eau fuit ou qu'il y a une fuite sous le lavabo. Bon, ça c'est des petits problèmes qu'on trouve dans l'immobilier que vous n'aurez pas dans les actions. Pour le même rendement, autant prendre ce qui vous apporte le moins de problèmes. Mais le gros avantage, c'est que les actions, on ne peut pas utiliser d'effets de levier, sauf des effets de levier dangereux, mais je le conseille absolument pas. Il vaut mieux utiliser uniquement l'argent que vous avez. En tout cas, vous ne pouvez pas recourir à l'emprunt bancaire pour investir dans des actions. Contrairement à l'immobilier. Donc c'est pour ça que c'est intéressant l'immobilier, ça fait travailler de l'argent que vous n'avez pas. Alors comment se montrer sous le meilleur jour auprès de la banque? Il faut avoir un dossier béton. C'est-à-dire qu'il faut aller voir le banquier en sachant exactement combien vous pouvez emprunter, ce que va vous rapporter, avoir trouvé le bien sûr, avoir même signé déjà un compromis, savoir combien ça va vous rapporter de loyer potentiel s'il n'est pas déjà loué, savoir s'il y a des travaux, combien ça va vous coûter, savoir quelle mensualité à peu près vous aurez en empruntant tel montant auprès de la banque, connaître les charges, donc la taxe foncière, l'assurance, les frais de copropriété si c'est un appartement en copropriété, les frais de comptable. Tout ça, vous devez le savoir et le maîtriser sur le bout des doigts avant d'aller voir votre banque. Et les banques demandent toujours les mêmes pièces qu'il faut connaître. Alors en principe, quand c'est votre premier rendez-vous, vous n'êtes pas trop au courant, mais les banquiers vous envoient une liste de pièces. Mais en principe, c'est étonnant, la liste envoyée par la banque quand vous avez pris votre rendez-vous n'est pas exhaustive. Elle vous dit, il faudra ça, 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 ça. Vous amenez tout bien vos papiers, évidemment, hein, c'est important. Et en fait, après, pendant le rendez-vous, en fait, il me faudrait aussi ça, il me faudrait aussi ça, il me faudrait aussi ça. Donc, je vais essayer de vous donner une liste un peu complète de ce qui est demandé. Il faut les informations sur votre état civil, c'est très important. Il demande toujours une carte d'identité, sauf si vous allez voir votre banque qui vous connaissent déjà, mais toutes les autres banques, pièce d'identité, justificatif de domicile, si vous êtes pacsé, marié, si vous avez des enfants, livret de famille, contrat de pax, contrat de mariage, etc. Ensuite, tout ce qui est justificatif de revenus. Donc il faut que vous apportiez vos 3 derniers bulletins de salaire si vous êtes salarié. Souvent ils demandent aussi le mois de décembre de l'année d'avant. Ça permet de regarder les cumuls pour voir si c'est cohérent par rapport à votre fiche d'impôt. Si vous êtes indépendant, ils vont vous demander vos 2 derniers bilans, voire des fois 3, pour avoir l'historique de votre activité. Si vous avez déjà des biens immobiliers, les justificatifs de revenus immobiliers, donc les baux, les avis d'impôt, donc du coup, quelle que soit votre situation, salarié, indépendant, causé de l'immobilier, etc., les 2 derniers avis d'impôt, parce que tout est résumé dessus. Ça permet de vérifier aussi les cohérences. Si vous avez des allocations de la CAF, par exemple, il faut le mettre aussi, ça compte dans vos revenus. En tout cas, si vous pouvez justifier que c'est tous les mois, et pour pas mal d'années, mettez l'attestation, ça fera toujours ça de revenus en plus. Ils vont vous donner vos 3 derniers relevés de compte courant, votre dernier relevé de tous vos comptes épargne, tous les comptes courants aussi, il faut les relever si vous avez plusieurs comptes, les 3 derniers de chaque compte, ça peut faire beaucoup, dans certains cas. Si vous avez déjà des biens immobiliers, il faudra les tableaux d'amortissement du crédit, l'attestation de propriétaire, il vous faudra également l'offre de prêt que vous avez signé pour le premier achat. Toutes les banques ne le demandent pas, mais certaines le demandent. La taxe foncière de ce logement aussi. Tout document qui peut justifier de la valeur de vos biens actuels, de vos biens immobiliers, mais également du futur de votre projet. Donc faites faire une estimation par 2 agences, souvent ils aiment bien en avoir 2 pour comparer. Donc une c'est déjà pas mal, mais si vous pouvez 2, normalement c'est gratuit, mais les agences commencent de plus en plus à le faire payer. Donc essayez de trouver ça gratuitement, bien sûr. Sinon, il y a des sites en ligne comme Meilleur Agent, par exemple, qui permettent de faire ce genre d'estimation, mais c'est souvent un peu moins précis, parce que c'est général, ils connaissent pas bien le marché. Un agent immobilier local, lui, connaîtra, ça sera toujours mieux, la banque préférera. Donc essayez de vous débrouiller pour avoir une, voire 2 attestations de valeur pour chacun de vos biens actuels et pour le futur. Pour le futur, il faudra aussi le compromis, les devis de tous les travaux prévus, une attestation locative,
Si c'est pas déjà loué, à combien ça pourrait se louer. Donc pareil, il faut que ce soit un agent qui vous le fasse pour que ce soit plus crédible aux yeux de la banque. Si c'est déjà loué, ben, le bail en cours. Pour savoir, comme ça, ils ont la preuve que ça se loue tant puisque c'est déjà loué à ce prix-là. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les pièces qui sont demandées. Vous voyez, ça fait beaucoup. Ben, arriver dès le premier jour, dès le premier rendez-vous avec toutes ces pièces, le dossier, alors, vous pouvez leur envoyer en avance par mail, c'est mieux, ça évite de se pointer avec tout le dossier. Mais certaines banques aiment bien avoir le papier aussi. Donc en plus, vous pouvez amener la version papier de tous les documents. Ça peut faire beaucoup. Ça, c'est le dossier. Mais ensuite, je conseille en plus d'amener un business plan, donc un petit document. Moi, je le fais sur PowerPoint ou un logiciel équivalent, avec votre situation à vous, votre état civil, en fait tout ce que les documents qu'on vous a demandé reprennent, vous le résumez dans ce document. Votre état civil, vos coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone pour qu'ils puissent vous recontacter, vos revenus, vos dépenses, votre pourcentage d'endettement, il faut savoir le calculer. Vous calculez tous vos mensualités de crédit, en fait vos charges, ils appellent ça, donc les mensualités des crédits actuels, plus votre loyer si vous êtes locataire et pas propriétaire de votre résidence principale, et plus la mensualité du futur crédit. Tout ça, vous le divisez par tous vos revenus, donc les salaires, les revenus indépendants, les loyers et les loyers futurs aussi du coup. Mais les loyers et les loyers futurs, ils sont souvent pondérés par la banque à 70%. Donc il faut prendre que 70% du total de loyer et le rajouter dans vos revenus. Vous faites ce calcul, ça vous permettra d'avoir votre taux d'endettement. Vous l'indiquez dans le dossier. Vous calculez aussi votre reste à vivre. C'est revenus moins dépenses, paf, il reste tant, mais ça c'est le reste à vivre. Et également, dans ce business plan, il faut que vous présentiez le projet. Qu'est-ce que vous achetez? À combien? Dans quelle zone géographique? Il faut que vous ayez étudié la ville, surtout si c'est pas la ville où vous habitez, la ville où vous investissez. Qu'est-ce qu'il y a autour du bien immobilier que vous achetez? Qu'est-ce qu'il y a autour de la ville? Est-ce qu'elle est dynamique? Est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce que la population est en augmentation ou en baisse? Tout ça, vous devez le regarder et l'indiquer dans votre business plan. La banque verra que vous êtes sérieux, que vous avez étudié, que vous n'avez pas acheté le premier bien que vous croisiez. Vous avez étudié le lieu, vous avez dit cet endroit est intéressant, cet immeuble ou cet appart est bien placé dans la ville, donc je l'achète. Il faut également regarder le rendement. Quels sont les loyers potentiels divisés par tous les frais, achats, frais de notaire, entre 8 et 9% du prix d'achat, travaux. Vous additionnez tous les frais que vous allez payer, des frais de garantie bancaire aussi, hein. Les banques vont prendre des frais de dossier et des frais de garantie pour se protéger si vous ne remboursez pas. Tout ça, ça a des coûts, il faut tout additionner, et prendre les loyers annuels divisés par tout ça, ça vous fait votre rendement brut. Je vous conseille de ne jamais descendre en dessous de 8% brut, je vous conseille même 10%. Mais ce n'est pas le plus important c'est le cash flow ou la trésorerie, on dirait en français, c'est de prendre les loyers que vous allez toucher, moins tous les frais, donc moins la mensualité de crédit, moins la taxe foncière, moins les charges de copropriété, moins l'assurance, moins le comptable, et tout ça, ça doit être positif, ça doit être supérieur à zéro, c'est-à-dire que votre loyer doit couvrir tous ces frais. Oui, c'est possible, et oui, c'est absolument ce que vous devez viser. Même si c'est moins 20, moins 30, c'est pas beaucoup, 20 euros par mois, 30 euros par mois, c'est pas grave, si, il faut absolument que ce soit positif, parce que sinon, c'est ce qu'on appelle un effort d'épargne. Alors, c'est sûr que c'est mieux, plutôt que de mettre ces 30 balles par mois en resto, il vaut mieux les mettre dans le bien immobilier, mais ça vous fait perdre de l'argent tous les mois, pour, sur du long terme, en gagner, mais en tout cas, là, tout de suite, vous perdez de l'argent. Et ça, la banque, elle va vous bloquer très rapidement pour vos prochains achats si vous faites ça. Puis en plus, même vous allez vivre de moins en moins bien du coup. Alors que si vous visez l'inverse, un cash flow positif, une trésorerie positive, même si c'est pas de beaucoup, si c'est 20 euros par mois de positif, c'est toujours 20 euros de plus que vous aurez dans votre poche. C'est-à-dire que votre bien immobilier, après l'avoir acheté, et malgré tous les frais, il vous rapporte 20 euros. Et donc vous avez 20 euros de plus dans votre poche par rapport à ce que vous aviez avant. Bien sûr, je vous conseille pas de le dépenser, mais de l'investir, ces 20 euros en plus. En tout cas, vous avez de la trésorerie. Et ça, c'est bien pour votre portefeuille et c'est super bien pour la banque. Elle apprécie ce genre de projet. Donc ne visez que des projets à trésorerie minimum nul, mais au moins positif. Voilà. Et le troisième et dernier conseil, c'est de soigner la relation avec le conseiller bancaire. Vous avez votre dossier tout prêt, béton, avec tous les documents. Vous avez tout votre business plan carré. Mais si vous arrivez avec des jeans troués et que vous êtes mal poli et pas sympathique, vous avez moins de chances d'obtenir le financement. C'est bête, mais c'est une histoire
de relation, hein, vous êtes un humain et vous allez rencontrer un autre humain. Si le feeling passe, alors ça fait pas tout, hein, parce que le conseiller déjà il n'a pas forcément le pouvoir de décision. Souvent la personne qui a le pouvoir, ben, vous la rencontrez même pas. Mais plus le feeling passe, et plus le conseiller aura envie d'appuyer votre demande et de dire à sa hiérarchie, alors si lui il a le pouvoir de décision, tant mieux. S'il ne l'a pas, il va dire à sa hiérarchie, bon celui-là il est sérieux, il arrive avec un super dossier, bien habillé, sympa, on a en plus des loisirs en commun et tout, c'est bien entendu, il faudrait quand même le financer. Donc je ne dis pas d'arriver en costard cravate, c'est pas non plus l'objectif, mais arriver propre, bien habillé, pas de trous, des habits qui font sérieux, pas le jogging avec lequel vous allez faire votre footing le dimanche, plutôt bien rasé, bon, je vous dis ça alors que je suis moi-même pas très bien rasé, mais en tout cas, essayez d'être un peu rasé, coiffé, d'arriver bien, propre, d'être poli, ça paraît idiot, mais je préfère le préciser, et d'être souriant, d'être très souriant, c'est super important. Si vous arrivez en faisant la tête, vous perdez déjà des points au niveau de la relation. Voilà, donc je résume mes 3 conseils. Arrivez propre, bien rasé, bien coiffé, avec le sourire, soyez sympa. Ayez un business plan de la ville où vous voulez acheter votre bien immobilier et du projet. Et ayez tous les documents demandés par la banque que j'ai cités dans cette vidéo déjà prêts dès le premier rendez-vous pour éviter de vous faire perdre du temps à vous et d'en faire perdre au conseiller. Enfin, je terminerai sur un dernier point. Si malgré tout ça, votre situation est trop faible aux yeux du banquier, c'est-à-dire que ben, vous n'avez pas de CDI et en plus vous avez un salaire mauvais, un taux d'endettement trop élevé ou pas assez de reste à vivre, malgré toute votre bonne volonté, malgré toute votre préparation, vous aurez du mal à obtenir le financement. Dans ces cas-là, il faudra donc explorer de nouvelles voies. Et j'en parlais en tout début de vidéo, l'association peut être une idée. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour mon tout premier bien immobilier que j'ai acheté alors que j'étais indépendant avec seulement quelques mois d'actifs. Je venais juste de démarrer mon activité, j'avais 700 € par mois de revenus. Et bien, j'ai pu acheter parce que je m'étais associé à l'époque avec ma maman qui travaillait encore à cette époque-là, qui était en CDI et qui apportait la sécurité que moi je n'apportais pas aux yeux de la banque. Mais en fait, on a créé une SCI, une société ensemble, elle avait que 10%, j'avais les 90 restants. Ils regardent, il faut que les deux personnes aient un taux suffisamment important de la société, mais elle qui apportait la sécurité, elle n'avait que 10%. C'est moi qui avais les 90% restants, et j'ai pu acheter 90% de biens immobiliers alors que je n'étais absolument pas finançable. Donc ça, c'est une autre voie à étudier, l'association, ça peut faire des miracles. Voilà, si vous êtes encore ici à la fin de cette longue vidéo, c'est que vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Ça permet de me soutenir et de montrer à l'algorithme YouTube que vous appréciez ce que je fais. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à toutes les personnes qui veulent devenir libres. Et vous pouvez également télécharger, ça c'est pour vous remercier de l'aide que vous m'apportez en promouvant mon contenu. Je vous donne gratuitement, le lien est dans la description et dans le premier commentaire, votre guide pour investir dans votre premier bien immobilier sans risque et de manière facile. Tout ça c'est gratuit, donc profitez-en, il suffit de cliquer sur le lien. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao.